Good afternoon, this is Dr. John Bennett broadcasting from beautiful Miami Beach, the home of Neurosurgical TV. We have a presentation of the Surgery Club of the Congo, and it's in French, and I'll just turn it over immediately to a doctor from the Congo, Christophe Kalanga. Welcome, Dr. Kalanga, and it's all yours. Thank you very much, Bennett, and we're going to start on our side. Okay, you want me to share the screen, right? Ok, bonsoir tout le monde. Nous sommes contents de pouvoir encore sur ce plateau ce soir et nous allons discuter ce soir sur les soins primaires du traumatisé et plus particulièrement les soins des brûlés qui sera présenté par le docteur Marcel Idi. Et dans le panel, nous avons trois médecins qui sont des chirurgiens plastiques et qui vont nous accompagner dans les discussions. Le premier que nous accueillons et nous sommes contents qu'il est là, c'est le docteur Chimbila Kabangu. Il est chirurgien plastique et il est aussi de l'université de Goma. Le deuxième panéliste, c'est le docteur Obadi Kambala. Il est aussi chirurgien plastique et il est aussi de Goma et il travaille à l'hôpital Bethesda. Et nous avons le docteur Franck Mukamba, qui est aussi chirurgien plastique et qui est aussi de Bukavu et qui travaille dans le Congo. Et comme invité d'honneur pour ce soir, nous avons le docteur Eugène Munyatwari qui est avec nous et nous sommes contents de l'avoir sur ce plateau pour la discussion de ce soir. Et sans plus tarder, je demanderai au docteur Eugène s'il est en ligne de pouvoir dire quelques mots avant que je ne donne la parole au présentateur du cours. Est-ce que le docteur Eugène est là? Do we have Dr. Eugene Bennett? If Dr. Eugene is there, we can give him a chance to say some words. Okay, Dr. Eugene, is Dr. Eugene there? Dr. Munyatwari, Eugène, probablement qu'il ne s'est pas encore joint avec nous. S'il parvenait à se joindre, nous allons lui demander de dire un mot. Mais sans plus tarder, nous allons juste demander aux panélistes de se manifester. Docteur Chimbila, est-ce que vous êtes présent avec nous? Oui, je suis présent. Salut à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. OK, on est content de vous avoir, docteur Chimbila. Le docteur Franck, est-ce qu'il est avec nous? Docteur Franck Mukamba, est-ce que vous êtes là? Juste, vous pouvez vous manifester. Si docteur Mukamba ne s'est pas encore joint, je demanderai aussi au docteur Obadi Kambala de pouvoir se manifester. Bonsoir à tout le monde. En tout cas, bonsoir, docteur Obadi. Comme vous êtes là, et sans plus tarder, docteur Idi, est-ce que vous êtes là? Marcel? Oui, je suis là. OK. Alors, Marcel, la parole est à vous. Présentez-nous votre présentation et nous allons ouvrir le débat juste après que vous ayez parlé. Docteur Idi, vous êtes là? Oui, merci beaucoup, docteur Christ. Oui, là. OK, c'est Vous à me vous, captez? vous avez la parole. Allô?
vous écoute, docteur Idi, on vous écoute, vous pouvez parler, vous Ok. pouvez commencer. Oui, oui, merci beaucoup pour les membres du panel qui sont déjà avec nous. Merci pour tout le monde qui est déjà là. Nous continuons avec cette série de présentations sur la prise en charge du traumatisé aux urgences. Et c'est là, aujourd'hui, nous sommes à notre 8e session, 8e séance qui sera fixée sur la prise en charge aux urgences des malades brûlés. Et nous avons commencé, ça fait un temps. Pour continuer, Mr. Bennett, next slide. Nous insistons sur ces soins d'urgence traumatisés parce que ce sont les soins desquels dépendent toute la suite, tous les autres soins qui vont suivre à l'hôpital. Et là, nous rappelons que, quelle que soit votre spécialité, si le patient aux urgences il n'a pas été bien pris en charge, il n'a pas été bien réanimé, tout le travail que vous viendrez faire après, ça sera un travail qui ne sera pas réussi parce que le patient n'a pas été bien pris en charge au départ. Et dans l'introduction de ces cours, nous voulons fournir un système de formation pour le personnel en première ligne dans le traitement des traumatismes. Et nous visons à prévenir des décès et des infirmités chez le patient gravement blessé. Parce que si ces patients ne sont pas bien pris en charge, il y a des séquelles qui arrivent, il y a des complications qui arrivent et nous voulons arrêter, nous voulons diminuer, si pas arrêter ces complications en donnant une formation, en donnant des éléments aux cliniciens, aux gens qui sont aux urgences, de comment prendre en fait. Ici, aux urgences, vous utiliserez ce qui est disponible avec vous. Vous ne chercherez pas des cliniciens pour qu'ils forment aussi les autres dans leurs hôpitaux. Ce n'est pas que quand nous donnons cette formation, vous restez avec ça pour vous. Vous devez aussi partager cette formation avec les autres. Dr. Bennett, next slide. Donc, les soins que nous admettons aux patients blessés aux urgences, ce qui conditionne leur séjour à l'hôpital. Alors, ces soins doivent être administrés de manière adéquate. Aujourd'hui, quand nous parlons de brûlure, nous voulons donner une approche systématique de comment prendre en charge les patients brûlés aux urgences. Next slide. Nous voulons partager ce soir quelles sont les complications qui peuvent arriver chez le brûlé, comment les prendre en charge, comment les éviter et quand vous êtes aux urgences. Donc, une approche qui est structurée dans la prise en charge des patients brûlés aux urgences, et reconnaître et traiter Having bandwidth problems. Just be patient. que nous puissions. Yeah. Marcel, est-ce que vous savez vous connecter?
On ne sait pas vous écouter, Marcel. Bahanga, are you there? Sure, just be patient. We'll just wait. You're on mute there. I'm here, sir. I'm here. Okay, continue. Can you hear me? Yes. Okay. I was saying, parmi les objectifs de cette partie, nous voulons comprendre une approche structurée à l'égard d'un patient brûlé. Nous voulons reconnaître et traiter les conséquences qui découlent d'une brûlure grave. Et c'est là, dans la première heure de son arrivée aux urgences. Next. Et là, nous avons un scénario devant nous. L'objectif de ce scénario, c'est que nous puissions émettre des avis et puis, après, quand on va parcourir les cours, on va trouver ce qu'il fallait nécessairement faire. C'est vrai que ce que nous allons dire, ce que l'Assemblée va dire, c'est quelque chose de correct, mais nous allons tous ensemble discuter sur ça et nous allons tous ensemble trouver une approche qui est systématique. Et là, on nous dit qu'une femme de 22 ans prépare un dîner quand son réchaud à kérosène explose. Elle est amenée à votre hôpital avec des brûlures graves au visage, au cou, à la partie supérieure de la poitrine et au bras gauche. Et on nous pose des questions sur le scénario qui est l'annexe. Et parmi ces questions, il y a une question qui nous demande qu'est-ce que nous ferions d'abord pour ces cas-là. Next slide. Et là, on nous demande, que feriez-vous d'abord pour ce cas qui est là? Quelles complications résultent des brûlures? Comment doit-on les traiter? Et là, s'il y a dans l'audience une personne qui n'est pas membre du panel, il peut ouvrir son microphone et demander la parole et dire qu'est-ce qu'il ferait d'abord quand on lui amène un tel cas, cette photo qui est devant nous. Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il faut paniquer? Est-ce qu'il faut courir aller appeler le chirurgien plastique ou il faut faire quelque chose aux urgences? Un participant peut ouvrir son microphone et parler et répondre à ces questions qui sont là. Allô? Oui, allô? Oui, docteur Héritier, vous pouvez parler. Allô? Oui, allô? 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 Oui. Si Oui. quelqu'un peut répondre aux questions qui sont là. Allô? Oui, allô? Oui. Vous m'écoutez là? Allô? Allô? Oui, docteur Héritier, vous pouvez parler, on vous écoute. Ok, ça va. Je disais, une fille de 22 ans qui on a amené urgemment pour des brûlures. Normalement, on doit commencer par... c'est une urgence, certes. Commencer d'abord par voir l'étendue des brûlures. Donc, là, c'est déjà un cas qui est très urgent parce que l'étendue des brûlures dépasse déjà 36%. Donc, c'est un cas très urgent. Alors, là, c'est par rapport à la première question, que feriez-vous? Donc, ici, ce n'est pas question d'appeler urgemment ni des chirurgiens esthéticiens, mais c'est une prise en charge urgente. Il faut d'abord voir l'état de la patiente. Alors, mettre d'abord aussi, voir les abords venir ici d'urgence parce qu'il y a déjà des brûlures très étendues. Si on peut
prévoir un abord pour une réhydratation. Alors, par rapport à la deuxième question, quelles complications résultent des brûlures? Alors, nous le savons tous que les brûlures, il y a plusieurs complications. Donc, la première des complications est déjà là. Donc, il y a déjà, en les voyant, il y a déjà une déperdition hydroélectrolytique des voies par rapport à l'étendue des brûlures. Donc, par rapport au traitement, donc là, c'est vraiment une prise en charge très réanimatoire. Et donc, une réanimation par rapport à la réhydratation, et on verra d'autres complications peut-être après. C'est peut-être un ajout, ma contribution. Oui, allô? Ok, merci. Merci beaucoup, docteur. Oui, ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais laisse que nous puissions continuer et nous allons découvrir ensemble quelques éléments de à ces questions-là. Allô? Allô, docteur? Allô? Oui, allô, docteur? Oui, allô. Ah. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par une évaluation? Oui, merci beaucoup pour cette approche de commencer par une évaluation. Nous voulons continuer pour... Nous allons commencer par une évaluation qui est primaire et puis continuer. Apparemment, il y a un problème de connexion de retour dans les zones. Dr. Bennett, is it possible to mute everyone and leave only the one who is speaking? Dr. Bennett, yeah, people can, yeah, just a second. It's okay. Yeah. I think there's someone Yeah, following on Zoom and Facebook Yeah. or something like that. Can Yeah, you mute everyone, please pay attention to your mute button. A lot of people are unmuted. Okay. Yeah. Okay. Go ahead, Dr. Ohanger, go ahead. Ok, je disais que, yeah, Dr. Ben, next slide. Je disais que cette femme de 22 ans, dont la photo est devant nous, qu'on nous amène aux urgences. La chose importante ici, ce n'est pas d'appeler le chirurgien. Aux urgences, il faut d'abord stabiliser cette patiente. Il faut évaluer cette patiente. Et l'approche systématique ou l'approche structurée que nous voulons proposer ici, il faut commencer toujours par faire une évaluation primaire. Dans cette évaluation primaire, nous parcourons les ABCD et E. Et ces ABCD, ce n'est pas seulement une chanson. Dans les A, les voies aériennes, il faut les examiner et il faut stabiliser les rachis cervicales. Pourquoi? Parce que nous avons déjà discuté de cela dans les autres chapitres et nous insistons là-dessus. Le patient qui arrive aux urgences, il est brûlé. Il n'est pas seulement patient de la brûlure. Peut-être il est tombé là où il était. Il peut avoir d'autres lésions avec lui. C'est pour cela que, pour ne pas arriver à des séquelles ou à des complications, il faut déjà commencer dès le départ à protéger les rachis cervicales. Au niveau de la respiration, bien examiner le thorax. Bien examiner le thorax et respecter tout le temps de l'examen. Et là, pas perdre beaucoup de temps à cet examen. Nous avions dit que c'est un examen qui se passe entre 2 minutes et 5 minutes au maximum. Au niveau de la circulation, nous avions dit au niveau de la circulation, il faut arrêter tout ce qui saigne. S'il y a un saignement, arrêter l'hémorragie et placer 2 abords venus de gros calibre. Et là encore, l'examen clinique, c'est la même chose comme toutes les autres composantes. Et là, quand vous placez les 2 abords veneux, vous visez à faire les remplissages vasculaires parce que c'est un patient soit qui saigne, c'est un patient qui est en train de perdre le fluide. Il faut remplacer. Et nous avions insisté qu'il ne faut pas continuer à donner les cristalloïdes, par exemple, alors que le patient est instable, il a perdu le sang, il fallait remplacer le sang. Mais dans le cas de brûlure, nous savons qu'il y a de pertes
des pertes en électrolytes et des pertes en fluide. Alors, au niveau des disabilities, ce sont les réactions neurologiques. Ici, nous ne ferons pas les Glasgow dans les quelques minutes. Le Glasgow ne se fera pas dans 2 minutes. Et là, nous avons simplifié cela en disability, les réactions neurologiques en 4 lettres. EVDA, E-V-D-A. Et c'est éveillé. Donc, on voit l'état de la conscience du patient directement à son arrivée. S'il n'est pas éveillé, il faut aller avec la parole, appeler ou parler au patient. S'il ne répond pas à la parole, l'aider, c'est la douleur. Essayez de chercher la réponse à la douleur. Et si il y a absence de réponse, nous mettons sur notre papier de consultation A. Et là même, l'équipe qui va suivre, on saura que le patient est arrivé dans un état de conscience fléchi parce qu'il ne répondait à rien, il n'y avait pas de réponse. Et c'est l'examen complet de la tête aux pieds. Et là, nous disons qu'il faut exposer les malades. Et tout en exposant les malades, il ne faut pas laisser les malades sous hypothermie parce que l'hypothermie fait partie de la triade létale que nous avions déjà discuté dans les autres chapitres. Next. Et là, dans cet examen, nous disons que cette approche qui est systématique, pour le cas d'un patient qui est en train de saigner, il faut arrêter ce qui saigne. Pour un patient de la brûlure, et là, c'est une approche préhospitalière et jusqu'à l'hôpital. Il ne faut pas soigner un patient qui est victime de la brûlure au lieu même de l'incendie, au lieu même de l'accident. Il faut arrêter l'origine de la brûlure. Il faut passer systématiquement les ABCDE, donc l'évaluation primaire. Il faut une bonne voie veineuse, j'en ai déjà parlé. Il faut déterminer la surface brûlée. Docteur Héritier a touché là-dessus. Mais nous avons insisté ici qu'il faut suivre. Parce que docteur Héritier, si vous vous focalisez seulement sur la surface brûlée, le patient, soit il n'est pas en train de respirer, vous aurez trouvé 50% de brûlure, vous aurez trouvé 20% de brûlure, mais il ne respire pas. Donc, tout le travail que nous ferons sera en vain. Donc, l'évaluation primaire systématique. Il faut penser à un remplissage rapide. C'est un patient qui a très mal. Il faut penser à l'analgésie et prévenir l'hypothermie. J'en ai déjà parlé, qui fait partie de la triade de la mort, dont nous avons l'hypothermie, nous avons la coagulopathie et nous avons l'acidose. Next. Et là, au niveau de ces patients, nous savons que de principe, les patients brûlés, la mortalité elle est élevée. Pendant le panel, les experts ils passeront encore en revue. La mortalité elle est élevée. Mais ici, nous distinguons deux types. Il y a la mortalité qui est précoce et la mortalité qui vient tardivement. Dans la mortalité précoce, c'est les voies aériennes qui sont obstruées. On s'est focalisé à autre chose, on a oublié les voies aériennes et le patient meurt. Il y a une insuffisance respiratoire. Le patient peut mourir d'un choc et d'autres blessures. J'en ai épinglé ici. J'ai dit un brûlé n'est pas seulement malade de la brûlure, il peut être en train d'avoir d'autres lésions qu'il a connues au lieu de l'accident. La mort qui arrive tardivement, c'est maintenant, dans les complications, nous avons une insuffisance rénale, une infection et une insuffisance multisystémique. Next slide. Donc, un bon examen à l'arrivée du patient à l'hôpital, ça aidera beaucoup plus le patient pendant son séjour à l'hôpital et ça lui donnera beaucoup de chances de guérison. Pour ce qui est des voies aériennes, il faut penser à une intubation rapide en cas de... Quand vous avez un patient brûlé avec une voie rauque, ça signe qu'il y a eu atteinte des voies aériennes par la source de brûlure. Difficulté à avaler les sécrétions, détresse respiratoire, il faut penser directement à une intubation rapide. Si on peut le faire, s'il faut transférer à la salle d'opération, là où il y a souvent, on fait recours à l'anesthésiste, mais dans ces cours, quand c'est en personne,
on montre aux gens comment faire une intubation trachéale rapide et tout le monde doit connaître cela à l'hôpital. Next slide. Et là, ce sont des images que nous avons là. Quand nous avons ces images sur le patient, directement, ce sont des patients dont leurs voies aériennes ont été touchées. Et là, nous pouvons, quand on ouvre la bouche, on peut même voir un édème oropharyngé qui signe qu'il faut intuber parce que les voies aériennes ont été atteintes et ce patient ne saura pas sécuriser ses voies aériennes. Il faut les sécuriser par une intubation trachéale pour lui administrer de l'oxygène. Next slide. Et là, au niveau de la respiration, à l'examen, il faut suspecter une lésion due à une inhalation. Quand il y a eu feu dans un endroit fermé, par exemple, on nous dit le patient il était où quand il a été brûlé. Il était dans une pièce à 4 murs et c'était fermé. Donc, le feu, la flamme n'est pas sortie dehors, la fumée n'est pas sortie dehors et tout est parti, est resté dans la salle et puis il pourrait être entré dans les voies aériennes, dont le nez est passé aussi peut-être par la bouche. Et là, il faut suspecter à cela, quand nous avons des images pareilles, il y a brûlure autour de la bouche. Au niveau du visage, poils du nez. Quand nous voyons brûler autour de la bouche, nous voyons brûler des poils du nez, pas à spéculer, la flamme est arrivée. La source d'incendie est arrivée au niveau des voies aériennes et là, il faut sécuriser ces voies aériennes. Nous constatons une détresse respiratoire, voie rauque, toux, stridor, carbone noir dans le crachat. Il émet le crachat, on a des traces noires. Donc, la flamme est arrivée au niveau des voies aériennes et c'est un patient en danger. Il faut sécuriser ces voies aériennes par une intubation. Next slide, please. Au niveau de la circulation, j'en avais déjà dit, il faut traiter le choc. Il faut calculer la quantité de liquide selon la circulation. Allô? Yes. Oui, je disais que il faut calculer la quantité de fluide selon la surface brûlée. Il faut prévoir une réhydratation orale possible dans les petites brûlures sans voie intraveineuse. Mais il arrive que vous tentez de chercher la voie veineuse, vous ne trouvez pas. Il faut tenter une voie intra-osseuse. Il faut maintenir la diurèse entre 0,5 à 1 ml par kilo par heure, plus si la brûlure est d'origine électrique. Et là, pour les brûlures électriques, nous savons tous qu'elle peut traverser toutes les couches de tous les tissus au niveau de la partie brûlée. Next slide. Et là, pour ce qui est de l'étendue brûlée, on évalue, comme ce qu'a dit docteur Héritier, il y a la superficie qui est brûlée. Là, et là, il y a en termes de degrés, il y a certains manuels qui catégorisent en 3 degrés, dont le premier degré, c'est superficiel, au niveau seulement de l'épiderme. Et là, nous avons la douleur des érythèmes et pas de vésicule. Next slide. Au niveau du deuxième degré, nous en avons de 2 types. Il y a le deuxième degré qui est superficiel, donc le partial thickness. Donc, toutes les personnes n'ont pas été concernées du derme. Donc, il y a l'épiderme et une partie du derme. Ça, c'est le deuxième degré. La partie profonde du deuxième degré de brûlure, l'autre composante du deuxième degré de brûlure, c'est jusqu'à sa partie inférieure. Next slide, Dr. Bennett. Next slide. Ça, c'est le premier degré.
qui est superficielle, juste l'épiderme a été touché. Et au niveau de la profondeur, nous avons partiellement profonde, j'en ai déjà parlé, il y a douleur, suintement, vésicule, taches irrégulières. Next slide. Et là, c'est deuxième degré, mais il y a toute l'épaisseur, il y a l'épiderme et les dermes qui sont touchés. Next slide. Et là, nous sommes au niveau de la profondeur. Ici, c'est maintenant, toutes les couches ont été touchées par le feu et ça atteint même. Donc, toutes les couches de la peau ont été touchées et même les tissus sous-jacents, y compris les muscles et les os, peuvent être touchés au niveau du degré terminal de la brûlure. Next slide. Et là, c'est toujours profond. Et là, quand toutes les couches de la peau ont été touchées, vous remarquerez qu'il n'y a pas de douleur. Il y a une coloration blanchâtre et puis un aspect tanné de la surface brûlée. Next slide. Pour ce qui est de l'évaluation de la surface brûlée, nous avons la formule de Neff de Wallace qui fait que pour un adulte, au niveau de la tête, 9, le membre supérieur, au niveau de la tête, compte pour 9, le cou compte pour 1, le membre supérieur de chaque côté, 9, thorax et l'abdomen, 18, le dos, 18, les membres inférieurs, 9 et le périnée, 1. Pour l'enfant, la tête compte pour 18, la partie antérieure du tronc, 18, postérieure, 18, les membres supérieurs, 9, et les membres inférieurs, ici c'est 14 pour l'enfant, mais pour l'adulte, c'est 9 de chaque côté. Next slide. Et quand nous donnons cette étendue brûlée, ce n'est pas juste pour chanter, et votre attitude va suivre l'étendue que nous avons de la brûlure. Et là, pour ce qui est de la circulation, calculer les bilans, le liquide qu'il faut donner. Nous disons ici qu'il faut donner 2 à 4 millilitres de cristalloïdes par kilo par surface brûlée dans les premières 24 heures qui suivent l'accident. Et la totalité de ce que vous aurez, un demi, la moitié de cette totalité, vous donnez dans 8 heures. Et la deuxième moitié, vous donnez dans les 16 heures qui vont suivre. Et là, nous disons, se souvenir des liquides d'entretien avec la formule 4-2-1. Le 4-2-1, c'est par heure. Donc, vous donnez 4 millilitres par kilo pour les 10 premiers kilos. 2, vous donnez 2 millilitres par kilo entre entre 10 et 20 kilos qui suivent et 1 millilitre par kilo pour le reste du poids. Si par exemple un patient a 40 kilos, nous savons déjà qu'on va donner 4 millilitres par kilo pour les 10 premiers kilos, vous multipliez par 4, ça fait 40. Et puis 2 multiplié par entre 10 et 20 kilos. Quand il a 40 kilos, ça va être entre 10 et 20. Et les restes qui vont rester du poids là, on va multiplier par 1 millilitre par kilo et nous, on aura la totalité qu'il faut donner par heure et puis on multiplie par 24 heures. Le calcul des doses n'est qu'un guide, mais il faut savoir que c'est un patient qui est en train de perdre le liquide, il faut lui restituer. Mais il ne faut pas aussi exagérer parce qu'on a discuté dans les autres thèmes qu'il ne faut pas aussi donner un excès parce que ce patient, il peut développer un syndrome abdominal compartimental à cause de la surcharge hydrique.
Il faut maintenir le débit urinaire. C'est très important. Nous avons déjà parlé de la diurèse. Next slide. Dr. Bennett, next slide, please. À l'examen, j'ai dit il ne faut pas découvrir complètement le patient parce que l'hypothermie est trop dangereuse pour un brûlé. Il faut couvrir les brûlures avec un film extensif. Donc, il faut bien faire un pansement. Je pense que les experts qui sont ici, ils reviendront en beaucoup de détails. Next slide. Autre considération, donc les autres lésions. J'ai déjà dit qu'il n'est pas isolé. Il peut être victime des autres lésions. Il faut rechercher d'autres traumatismes associés. Une brûlure respiratoire, il faut penser à l'analgésie. Et là, je suis en train de conclure. Il faut faire un drainage nasogastrique, donc une sonde nasogastrique. Il faut prévenir les ulcères dus au stress, qu'on appelle l'ulcère de Kerling. Il faut faire une prophylaxie antitétanique. Il faut penser dans la suite de son traitement à une antibiothérapie. Next slide. Et toujours dans les autres considérations, il faut rechercher d'autres traumatismes associés. J'en ai déjà parlé. Next slide. Il faut vous poser la question, c'était dans quelles circonstances quand vous prenez en charge le brûlé à l'hôpital? Il faut savoir l'accident s'est passé dans quelles circonstances. Attention aux brûlures électriques, j'en ai déjà parlé, que ça peut arriver jusqu'à toucher le tendon, le vaisseau et les nerfs. Il faut prévoir que le brûlé peut arriver jusqu'à avoir des nécroses musculaires. Pensez à la fasciotomie. Next slide, please. Maintenir un débit urinaire, j'en ai déjà parlé. Next slide. La fasciotomie, nous avons les images devant nous qui montrent comment on doit faire ces incisions de décharge. Parce que, par exemple, pour une brûlure électrique, tout est emprisonné à l'intérieur et les nerfs, le vaisseau et les muscles peuvent en mourir par manque, par hypoxie. Et là, il faut faire ces incisions de décharge pour libérer ce qui est à l'intérieur. Il faut penser à la fasciotomie. Next slide, Dr. Bennett. Et arrivé à ce niveau, je vous remercie pour votre attention et je remets la parole au modérateur du jour qui va introduire le panel pour la suite du programme. Merci beaucoup, Dr. Christophe. Merci aussi. Nous vous remercions pour cette partie que vous... Ok, nous remercions le présentateur Dr Marcel. Et sans plus tarder, je vais demander au Dr Franck, s'il est là, de pouvoir juste nous dire quelques mots en ce qui concerne l'utilisation des liquides de réanimation. S'il peut faire un commentaire là-dessus, comme l'a présenté notre orateur du jour, juste pour donner un peu plus de détails avec les problèmes qu'il y a, quel fluide il faut utiliser et quelles sont les controversies entre les cristalloïdes et les colloïdes qu'il faut utiliser dans la réanimation du brûlé. S'il peut faire un commentaire là-dessus. Dr Franck, si vous êtes là. Dr Franck, si vous êtes là. Si Dr Franck n'est pas là, nous pouvons demander au Dr Ebadi de pouvoir nous commenter là-dessus sur les liquides de réanimation. Oui, merci beaucoup, Dr Idi, pour cette présentation. Et par rapport à ce qui concerne le fluide, et je crois que beaucoup de mes débatteurs vont
comprendre avec moi que les cristalloïdes et les colloïdes sont le liquide qu'on utilise. Et le plus fréquemment ici chez nous, par exemple, dans les milieux ruraux, on préfère que les gens utilisent le Ranger lactate. Et je crois qu'on nous a donné tantôt la formule qui est de 2 à 4 millilitres par kilo multiplié par le pourcentage de surface brûlée et par rapport au poids. Et il est vraiment très, très important de pouvoir bien faire le monitorage du remplissage vasculaire parce qu'on dit qu'il faudrait le faire effectivement dans les 24 premières heures. Et aussi par rapport à ça, il faudrait aussi considérer si le patient, par exemple, arrive en retard, essayez de voir si vous pouvez récupérer le temps qui est perdu et donner les liquides en fonction du temps qui est perdu. C'est-à-dire que si le patient arrive, par exemple, 4 heures après la brûlure, il faut alors considérer que les 4 heures qui vont rester, il va prendre le 50% du liquide qu'il va prendre. Et par rapport à ça, effectivement, il faut bien avoir aussi en considération que chez les enfants, c'est vraiment très, très important parce que ces enfants, ils sont Allô? Okay, I'm sorry. Let me check that. Oui. Allô? Sorry about that. Okay, it's okay. Allô? Yes. Et Dr Obadi, vous pouvez continuer votre Oui, commentaire. merci beaucoup. Alors, je disais qu'il faudrait vraiment bien surveiller chez les enfants parce qu'ils sont sujets à beaucoup de complications par rapport au fluide et que je sais que le docteur Eddie Marcel a dit qu'il faudrait avoir 0,5 à 1 millilitre par kilo. Chez les enfants, il faut beaucoup plus penser à pouvoir considérer environ 1 à 2 millilitres par kilo par heure. Et comme il a dit aussi, bien évidemment, considérer à pouvoir ajouter les liquides de maintenance. Et chez les enfants, vous pouvez aller avec soit du Ranger lactate ou alors du glucose parce qu'ils sont sujets à une hypoglycémie. Alors, par rapport peut-être au liquide toujours, chez les brûlés électriques, il est conseillé de pouvoir beaucoup reconsidérer cette formule-là et faire un monitorage qui est beaucoup plus important parce que ces patients, ils sont sujets à une myoglobinurie. Et donc, vous pouvez aller à 4 millilitres par kilo par heure et considérer une diurèse qui peut aller même au-delà de 2 millilitres par kilo par heure. C'est ça ce que j'avais comme un peu de commentaires par rapport au liquide. En tout cas, merci pour votre intervention. Nous allons demander au docteur Chimbila, s'il est là, de pouvoir nous commenter un peu. Comme le docteur Marcel l'a dit, ces malades viennent avec une grande douleur et parmi les soins de départ que nous donnons, à part le remplissage de liquide, nous devons donner aussi des analgésiques et nous savons que les analgésiques les plus considérés sont de genre opioïdes. Juste pour un commentaire sur l'implication des opioïdes, sur la circulation et tout ce qu'il y a comme problème avec la quantité de fluide que cela va entraîner quand nous donnons cela aux malades brûlés. Un peu de commentaires là-dessus. Je ne sais pas si Dr Chimbila Kabangu est là. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, docteur. Si vous pouvez parler sur la question des analgésiques.
Oui, j'espère que je vous ai bien capté. Vous voulez savoir le rôle des opioïdes dans la gestion de la douleur chez les brûlés graves, c'est ça? That's correct. Oui, oui, c'est vraiment ça. Voilà. Effectivement, comme on l'a si bien dit dès le départ, et lorsque je reviens sur le cas clinique qui a été présenté, la douleur, effectivement, est très importante chez les brûlés, bien que plus on a une brûlure plus profonde, la douleur est plutôt réduite. Généralement, la douleur est plus importante pour les brûlures superficielles que pour les brûlures plus profondes. Et donc, on doit gérer la douleur, assez souvent, on a besoin des opioïdes et le plus souvent, ce que nous utilisons, c'est de la morphine. Et cette morphine, il faut l'utiliser, mais pour le cas d'espèce, le cas vraiment veiller aux voies respiratoires et être sûr d'avoir une bonne source d'oxygène, être sûr pour ce cas d'espèce que le malade a été intubé, être sûr si l'intubation n'a pas été possible, pourquoi pas une trachéotomie. Et donc, pour ce qui est de l'utilisation des opioïdes, moi je crois que c'est le meilleur choix à faire pour gérer la douleur en cas de brûlure grave. Mais je voulais plutôt placer un mot, si vous le permettez aussi, sur le choix de liquide. Hein? Oui, vous pouvez aussi commenter là-dessus, docteur. Oui. Je voulais placer un mot et le mot que je voulais placer concerne la controverse qu'il y a dans l'utilisation de cristalloïdes et celle de colloïdes. Je suis très content que la formule qui a été présentée est celle qui recourt à l'utilisation de cristalloïdes. En effet, lorsque on suit les défenseurs de l'utilisation de colloïdes, notamment quand on rentre même dans la formule d'Evans, Evans généralement utilise deux molécules. Vous avez le cristalloïde d'une part et puis le colloïde d'autre part. Les défenseurs de colloïdes pensent que le fait de donner le colloïde renforce la pression oncotique dans les vaisseaux, ce qui retient l'eau dans le lit vasculaire et donc limite les fuites d'eau vers le milieu interstitiel. Alors, il le préconise durant les 16 heures qui suivent les 8 premières heures de la correction du choc. Alors que les défenseurs de l'utilisation des cristalloïdes évoquent plutôt le fait que l'hyperperméabilité capillaire observée durant les 24 premières heures entraîne aussi une fuite de colloïdes vers les milieux interstitiels. À cause de cette hyperperméabilité, les colloïdes se retrouvent dans les milieux interstitiels, la pression oncotique augmente donc dans les milieux interstitiels, ce qui attire l'eau vers le milieu interstitiel et donc aggrave l'œdème dans la zone de stase de la brûlure. Alors, c'est une controverse, mais il faut qu'on reconnaisse quand même que jusque-là, sur le plan scientifique, on n'a pas d'évidence pour dire que tel courant a raison sur tel autre. Mais il y a un consensus général qui se dessine, de telle sorte que presque dans tous la plupart, pas tout, mais la plupart des centres de prise en charge des brûlés recourent à l'utilisation des cristalloïdes. Et les colloïdes, on recourt aux colloïdes déjà le lendemain, c'est-à-dire après les 24 premières heures, à la phase où il y a retour du liquide vers le lit vasculaire. Alors, on recourt à l'utilisation de colloïdes pour renforcer la pression oncotique dans les vaisseaux et donc retenir davantage de l'eau et des électrolytes dans le milieu intravasculaire. Et j'aimerais aussi insister sur ce que mon confrère, le docteur Obadi, venait de dire tout à l'heure. C'est très important qu'on le retienne et qu'on le sache. Le choc en cas de brûlure se corrige durant les 8 premières heures. Le choc se corrige durant les 8 premières heures. Et donc, si un malade arrive 2 heures après la brûlure, il faut corriger le choc
en 6 heures. Donc, la première moitié qui a été présentée par le présentateur là, des cristalloïdes, est donnée en 6 heures et non en 8 heures. S'il vient 5 heures après la brûlure, vous donnez cette première moitié en 3 heures et non en 8 heures. Mais ça peut arriver qu'il se présente comme dans les milieux, dans nos milieux, dans notre pays. Souvent, ils arrivent en retard. Il peut arriver 8 heures après ou 10 heures après. À ce moment-là, en pratique, ce que je fais, je préfère corriger les chocs en 2 heures, mais ayez toujours en tête qu'il faudrait surveiller la diurèse, parce que vos liquides que vous allez donner seront adaptés en fonction de la diurèse. Voilà, il y a beaucoup à dire, mais je m'arrête d'abord là pour permettre aux autres intervenants aussi de commenter. Il y a tellement à dire, c'est un sujet extrêmement important. Voilà. OK, merci pour votre intervention. Nous sommes contents de cela. Et comme nous l'avons remarqué, nous avons discuté autour de liquide de remplissage parce que c'est ça qui détermine pratiquement le outcome de ce malade, s'il doit survivre en fonction de l'étendue du brûlé et tout ça. Et il y a une autre notion qui entre en jeu. Je crois que si quelqu'un dans l'auditoire pourra aussi intervenir, il y a Dr Lionel, s'il est là. Il y a cette notion de fluide, de séquestration de fluide qui est aussi responsable d'un certain pourcentage des décès si nous réanimons un peu avec beaucoup de zèle et beaucoup de fluide, surtout des malades avec des grandes surfaces de brûlés, et cela peut amener à la mort. Et quelles sont les stratégies que nous pouvons prendre pour pouvoir réduire cela? Allô? Allô? Est-ce que Dr Lionel est là? Si le docteur Lionel n'est pas là, je ne sais pas si Dr Franck nous a déjà joint. Pour qu'il nous donne un commentaire. Ou quelqu'un d'autre dans l'auditoire qui peut aussi commenter là-dessus. Sur la séquestration des liquides en cas de réanimation des brûlés, surtout les brûlés à grande étendue. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, je pense qu'il y a une notion très importante et il faudrait en tenir compte lorsque on travaille dans une unité de réanimation des brûlés. La quantité de liquide, souvent, comme vous l'avez dit d'ailleurs, nous les calculons sur base du poids de la surface brûlée. Et il faut faire un effort pour être le plus proche possible, parce que ce sont des estimations, le plus proche possible de la quantité dont a vraiment besoin le malade. Alors, nous avons l'habitude d'utiliser la formule de Wallace pour les calculs de l'étendue, mais j'aimerais rappeler que la table de Land and Broder paraît être beaucoup plus précis que la formule, la règle de Wallace de 9. Alors, pour ce qui est de la séquestration liquidienne, plus on donne trop de liquide au brûlé, souvent, il arrive qu'il puisse mourir de ce qu'on appelle un syndrome compartimental abdominal. Ils peuvent développer d'abord une hypertension intra-abdominale et puis qui évolue vers un syndrome de loge abdominale. Et généralement, la pression intra-abdominale est inférieure à 10 mm de mercure, en moyenne autour de entre 0 et 5, parfois 6,5, mais généralement inférieure à 10. Alors, ça peut arriver que ça varie entre 10 et 20. Généralement, là, on est dans l'hypertension intra-abdominale, mais toute augmentation de la pression intra-abdominale au-delà de 25 mm de mercure, associé ou pas à des signes de défaillance viscérale, parce que souvent les signes de défaillance viscérale finissent par apparaître, fait penser à un syndrome de loge abdominale ou un syndrome compartimental abdominal. Et le diagnostic n'est pas difficile à poser parce que souvent ça amène à la mort. Le diagnostic n'est pas difficile à poser. On utilise généralement une sonde vésicale. Okay? Une sonde vésicale, ce sont des sondes
auquel on connecte un manomètre et du liquide qui rentre dans la vessie et on infiltre 25 millilitres. On regarde dans le manomètre la quantité, plutôt la pression qui apparaît dans le manomètre. Si cette pression est au-delà de 20 mm de mercure, on pense à un syndrome de loge abdominale. Et généralement, la pression intravésicale correspond à la pression intra-abdominale. Et si vous êtes dans une unité de réanimation, on fait souvent parfois la différence entre la pression artérielle moyenne et la pression intra-abdominale pour trouver la pression des perfusions abdominales qui est un facteur prédictif de l'évolution du malade dans l'unité d'urgence. Et si cette pression des perfusions abdominales est au-delà de 60 mm de mercure, généralement le risque de décès pour le malade aussi est plutôt, j'allais dire, si elle est inférieure à 60 mm de mercure, le risque de décès est beaucoup plus important. Voilà un peu ce que j'allais dire par rapport à la séquestration liquidienne. Il se forme généralement un troisième secteur au niveau de la cavité abdominale qui est à la base d'un syndrome de loge abdominale et qui peut facilement emporter les malades. La prise en charge n'est pas toujours facile lorsque le syndrome se déclare, surtout dans les milieux comme le nôtre. Je vous remercie. En tout cas, merci pour ce commentaire. Et pour évoluer, nous allons demander s'il y a quelqu'un qui a une autre question brûlante, s'ils peuvent nous la poser et quelques membres du panel peuvent répondre. Sinon, je vais laisser une carotte pendante là, aussi sur le rôle des antioxydants et principalement la vitamine C, qui est utilisée aussi comme adjunct dans le traitement des brûlés pour pouvoir diminuer le risque de choc en diminuant aussi les free radicals qui sont émis dans la circulation. Mais ça, c'est une question que n'importe qui peut répondre et les experts qui sont là peuvent aussi commenter. Mais nous demandons aussi à l'auditoire qui nous suit s'ils ont des questions brûlantes, s'ils peuvent poser, comme ça, on essaie un peu de continuer le débat. Okay. S'il n'y a pas de questions, au présentateur, Dr Marcel, vous avez parlé de deux procédures que vous pouvez faire aux urgences, surtout s'il y a des brûlures de nature circulaire au niveau des membres en périphérie qui peuvent aussi être responsables d'une diminution de la circulation au niveau des périphéries et surtout dans les brûlures beaucoup plus profondes et ça forme des escarres. Vous avez parlé de fasciotomie et il y a aussi un autre concept de escarotomie. Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu là-dessus, Dr Marcel? Oui, merci beaucoup pour la parole encore. Là, je voulais dire que pour ce qui est des et là, je suis parti même du concept du syndrome de loge. Quand dans le syndrome de loge, il y a accumulation ou inflammation musculaire, même accumulation de fluides au niveau en intra-aponeurotique, donc sous les fascias. Et le fascia ne s'extend pas. Le fascia est dur, c'est l'aponevrose. Et la conséquence, c'est que toute autre goutte ou toute autre inflammation au niveau musculaire, ça fait sentir ses conséquences au niveau de tous les tissus qui sont emprisonnés à cet endroit-là. Et parmi ces tissus, nous avons cité les muscles, il y a les nerfs qui sont là, les vaisseaux qui sont là. Alors, comme l'aponevrose ne peut plus s'extendre, les conséquences se feront sentir si ces tissus-là avec risque de nécrose, avec risque de mort tissulaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en urgence
il faut faire les incisions de décharge. Incision de décharge que nous appelons ici, nous nommons la fasciotomie. Donc, la fasciotomie, c'est sur le fascia. On est en train d'inciser le fascia. Alors, quand on incise le fascia, directement, ce qui emprisonnait le tissu, directement c'est libéré et le tissu peut encore s'oxygéner à partir de la circulation sanguine. Pour ce qui est des brûlures, c'est le même principe. Il y a cette contracture-là au niveau du fascia, au niveau des tissus. Et si on ne fait pas la fasciotomie, il y a risque de nécrose des tissus qui sont à ce niveau-là. Alors, quand vous faites ces incisions, j'ai montré les images que nous avons tous vues, comment on les fait. Et quand vous les faites, vous libérez facilement le tissu qui est emprisonné sous les fascias et la circulation sanguine se passe normalement. Et tous ces éléments, tous ces tissus qui sont là ont vraiment besoin des éléments nutritifs qui viennent par la circulation sanguine. OK, merci. Peut-être pour les étudiants qui nous suivent aussi, juste une petite précision là-dessus. L'escarotomie, on le fait, c'est beaucoup plus superficiel et les fasciotomies, elle est beaucoup plus profonde. Et le risque de saignement, il est beaucoup plus élevé quand nous faisons une fasciotomie que quand nous faisons une escarotomie. Une escarotomie, c'est de la peau qui est brûlée, c'est qui ne saigne pas. Alors, vous pouvez le faire facilement juste pour libérer la contracture. Mais si vous entrez un peu plus en détail, en profondeur, vous faites une fasciotomie, le risque de saignement est là et vous devez être averti sur là-dessus, sur ce problème. Et vous avez mentionné, docteur Idi, qu'à un moment donné, on peut donner des antibiotiques à ce malade, mais vous n'avez pas élaboré là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire ou bien je vais demander aux panélistes, docteur Ebadi ou docteur Chimbale, s'ils peuvent donner un peu une note beaucoup plus claire sur le rôle des antibiotiques chez les brûlés qui sont frais, chez les brûlés frais, pas les brûlés qui sont déjà à l'hôpital ou avec une présentation qui a été prolongée après plusieurs jours. Oui. Merci beaucoup. C'est docteur Jean-Marie Chimbila. Non, Chimbale, c'est Chimbila. Merci. Oui. En fait, les antibiotiques chez les brûlés frais ne sont pas indiqués. Quand un brûlé arrive et que la brûlure est fraîche, il n'y a aucune indication de pouvoir donner des antibiotiques par voie générale. Et c'est beaucoup plus prudent de ne pas le faire parce qu'on risque finalement de sélectionner des germes résistants pour rien sur un terrain qui potentiellement peut présenter déjà une faiblesse sur le plan immunitaire. Alors, quand est-ce qu'on peut donner des antibiotiques chez les brûlés? On donne des antibiotiques chez les brûlés lorsque on est en présence des signes évidents, biologiques ou cliniques d'infection. S'il n'y a pas de signes d'infection, il n'y a pas d'indication pour les antibiotiques. Mais j'aimerais ajouter encore que la plupart des pansements primaires qui sont utilisés pour le brûler à la surface de la plaie, dont notamment la sulfadiazine d'argent, sulfadazine, que l'on appelle communément la flamazine presque partout, c'est un antibiotique aussi, mais que l'on met in loco. Ça, c'est dans le cadre des pansements. Et donc, par voie générale, il n'y a aucune explication à donner à l'antibiotique qu'on donnerait. Donc, lorsque la brûlure est fraîche, il n'y a pas de raison de donner une antibiotique. Alors, il faut aussi faire la part avec ce que l'on appelle le syndrome systémique inflammatoire réactionnel, que l'on observe assez souvent dans les 48 à 72 heures qui suivent la brûlure,
où le brûlé peut présenter une fébricule ou une fièvre à 38 points quelques, et vous avez un bilan inflammatoire qui est parfois d'ailleurs, souvent d'ailleurs normal. Et souvent, les praticiens dans nos hôpitaux sont tentés devant cette ce premier signe de fièvre à prescrire immédiatement des antibiotiques. Ça ne s'explique pas. Le brûlé frais qui vous présente dans les 48 à 72 heures une fièvre, donnez un antipyrétique, demandez un bilan inflammatoire et essayez de mettre les deux ensemble pour voir s'il y a nécessité de donner des antibiotiques. Cette appellation ou cette qualification d'antibiothérapie de couverture, c'est un vocabulaire, je crois, qu'il faut supprimer du langage médical. Voilà. Voilà la réponse que moi je peux donner. En tout cas, merci pour cette précision. Nous voulons cela pour pouvoir changer les habitudes parce qu'un des réflexes, comme vous l'avez mentionné, quand les brûlés viennent, on essaie de donner des antibiotiques sans pouvoir justifier cela. Et comme vous venez de le mentionner et d'insister, il n'y a pas une nécessité de commencer une antibiothérapie qui n'est pas justifiée chez un brûlé frais. Et pour continuer, je vais demander si le docteur Eugène a pu nous rejoindre. Je voulais mettre aussi un autre commentaire. OK, docteur Hervé, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup pour les présentateurs d'abord pour ces magnifiques présentations que nous avons succinctement parcouru presque tous les cours de Sylla Brûlure. Et je voulais encore insister sur quelques éléments qui sont essentiels lorsque nous avons un brûlé. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Vous pouvez continuer. Ok, je voulais encore ajouter quelques éléments essentiels lorsque nous avons un brûlé qui arrive aux urgences. Parfois, nous oublions que la personne qui vient dans les urgences, il a déjà subi quelques traumatismes lors de son transport. Par exemple, lorsqu'il y a eu, la personne s'est brûlée ou on l'a trouvée dans une flamme dans une maison et qu'on doit transporter cette personne de la maison à l'hôpital. Il y a quelques gestes qu'on pouvait déjà faire au niveau de la maison. Je ne sais pas quelles sont les sûretés qu'on peut encore s'assurer de la capacité des personnes qui sont là sur place de poser quelques gestes. Par exemple, on trouve un brûlé. Dès que vous l'évacuez de la maison, peut-être on peut commencer juste à jeter de l'eau autour de là où il a été récupéré, de l'eau sur son corps, l'eau normale des robinets. Parfois, ça peut aider déjà à calmer la douleur initiale et aussi à réduire la transmission de la chaleur en profondeur. Ça sont des gestes qu'on peut déjà indiquer les gens lorsqu'ils ramassent. Parfois, on ne fait rien, on transporte les patients déjà jusqu'à l'hôpital. Et ça, on pouvait déjà faire. Et ça peut réduire la propagation de la chaleur dans la profondeur du tissu. Et ça aussi, la question reste comment le faire et quel type de brûlure on doit le faire. Généralement, c'est dans le brûlure de flammes ou de l'eau chaude qu'on peut peut-être appliquer ça. Et la deuxième chose, lorsque nous avons des brûlures graves, il y a un problème d'obtenir des veines pour même donner ces fluides-là. Ça semble être facile, mais il faut penser toujours au deuxième moyen un peu plus agressif pour obtenir des verres. Peut-être faire une dénudation aussi, c'est des options. Et parfois, il n'y a presque pas de verres. Est-ce que vous pouvez un peu reprendre là? Est-ce que vous pouvez un peu reprendre? Ok, merci beaucoup. Je disais, lorsque nous avons les brûlés que nous avons ramassés au niveau de la maison, il y a des gestes simples qu'on peut déjà poser au lieu de l'accident, au lieu de l'incendie. C'est-à-dire jeter de l'eau, juste de l'eau de robinet sur la peau ou sur la surface brûlée. Ça réduit la propagation de la chaleur en profondeur. C'est-à-dire, parfois dans des usines ou dans des maisons ou carrément dans les laboratoires, vous verrez quelque part, on a mis, les gens ne savent pas, il y a un robinet qui est là
on vous dit point de lavage. Souvent, on écrit comme ça. C'est-à-dire quand il y a un incendie, quelque chose comme ça, il faut d'abord aller dans cet endroit-là, prendre de l'eau pour calmer la propagation de la chaleur dans la profondeur du tissu. Ce sont des gestes simples qu'on met dans des buildings, parfois pour réduire. Ce sont des choses qu'on peut déjà peut-être appliquer dans le lieu d'accident. Et la deuxième chose que j'ai ajoutée, c'était lorsque nous avons des brûlés graves, il y a un autre problème d'obtenir des veines pour même donner le fluide qu'on discutait auparavant ici. Ça semble être facile, mais généralement, les veines que nous avons, nous sommes familiers avec au niveau du pli du coude, au niveau par-ci, par-là, que nous avons l'habitude de faire, même chez l'enfant, elles sont complètement brûlées parce que ce sont des veines exposées dans les surfaces de brûlures les plus souvent à rencontrer. Alors, il faut être prêt à avoir des manœuvres secondaires, par exemple une inondation veineuse au niveau du pied ou au niveau de l'avant-bras, ou carrément aussi penser à mettre un cathéter central veineuse central pour donner le fluide. Ça, c'est juste un commentaire pour commenter ce qu'on a discuté. Merci. Merci pour votre intervention. Docteur Obadi, vous aviez demandé de faire un commentaire, si vous avez la parole. Docteur Obadi, je ne sais pas si vous êtes là. Oui, je suis là. OK, j'ai vu, vous avez demandé de faire un commentaire. Non, je voudrais juste revenir sur ce que le docteur Idi a dit par rapport au syndrome des loges, mais aussi par rapport à l'utilisation de l'eau. Et par rapport, peut-être par rapport à nos étudiants qui sont dans l'auditoire, il faut peut-être qu'ils soient en mesure de reconnaître les signes même des syndromes des loges. Et là, juste en bref, je peux dire qu'ils sont résumés en 5 mots, où les Anglais disent 5 P. Le premier, c'est la douleur ou pain. Le septième élément qu'il faut rechercher, c'est la pâleur de l'extrémité. Et là, il faut peut-être voir le remplissage capillaire qui doit être normalement inférieur à 2 secondes lorsque vous pèsez les ongles, par exemple. Il y a aussi, le patient va se plaindre d'une paresthésie. Et donc, il va y avoir une diminution de la sensation à un membre quelconque. Et puis, vous allez, lorsque vous recherchez la pulsation, vous pouvez ne pas le trouver. Et puis, il peut y avoir une paralysie. Ce sont les signes que peut-être nos étudiants devraient connaître afin de pouvoir détecter bien le syndrome peut-être de loge. Et par rapport au liquide, je remercie le docteur Hervé qui est dans l'auditoire. Merci beaucoup. Les liquides, ils sont aussi conseillés parce qu'il y a certaines études qui ont dit que lorsque vous appliquez du liquide, même de l'eau du robinet, pendant une vingtaine de minutes, vous diminuez effectivement la propagation de la chaleur à profondeur. Et donc, c'est quelque chose qui est aussi utilisé dans des centres de brûlures qui sont bien équipés, où lorsque le patient arrive et que vous avez de l'eau, vous pouvez juste nettoyer le patient ou alors émerger de l'eau sur le patient et qui va effectivement diminuer non seulement la douleur, mais aussi peut-être diminuer la profondeur de la brûlure. Et je voudrais placer juste un petit commentaire par rapport Alors, vous pouvez continuer, docteur Obadi. Chez le malade, le mettre en position semi-assise. Et si vous avez quelques moyens de pouvoir trouver de l'oxygène, donner de l'oxygène, et aussi, vous pouvez aussi utiliser des canuts, par exemple des guédelles pour effectivement permettre à ce qu'il y ait une bonne respiration. Mais aussi, certaines personnes ont parlé d'une nébulisation au salbutamol ou à l'épinéphrine. Certaines personnes disent qu'il faut, vous pouvez nébuliser par exemple, chaque 4 heures, le patient
salbutamol 2,5 à 5 mg de salbutamol. C'est ce que je voulais juste placer comme mot. Merci. Je ne sais pas si nous avons quelques anesthésistes qui sont liés. Juste pour nous donner, on a parlé d'une séquence rapide d'intubation et nous savons qu'il y a un problème d'hypercalémie qui survient avec les brûlés. S'ils peuvent nous donner la séquence qu'il faut faire pour pouvoir intuber ce malade et le choix de médicaments, surtout les médicaments du groupe muscle relaxant pour pouvoir mitiger le problème d'hypercalémie qui vient avec les brûlés pendant la séquence d'intubation rapide. S'il y a des anesthésistes, juste un commentaire là-dessus. Sinon, la question revient à Marcel. Oui, allô? Oh, ok. Je vois, il y a quelqu'un. Oui, voilà, je Dr Manzaza, vous pouvez commenter? Oui. La séquence rapide en cas d'intubation d'un malade brûlé, et ça se résume comme toutes les séquences rapides, sauf que pour le 24 premières heures, et donc on utilise comme hypnotique la kétamine ou l'étomidate. On utilise comme Kirar le sixaméthonium et on fait le pré-remplissage, la pré-oxygénation et on effectue notre intubation en séquence rapide. Et alors, lorsqu'il s'agit d'une brûlure qui est survenue déjà 24 heures écoulées, et donc l'intubation est préférable d'utiliser les Kirar non dépolarisants. Voilà, c'était ça ma contribution. Ok, merci pour cela. Et juste pour continuer sur la discussion de ces brûlés, nous avons aussi inclus dans la présentation les brûlés électriques qui viennent avec deux problèmes. À part ce que vous voyez sur la peau des brûlures, ils ont aussi des brûlures profondes que nous ne pouvons pas évaluer, qui sont au niveau musculaire et caractérisées par une rhabdomyolyse et qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Alors, je demanderai encore une fois si quelqu'un des panélistes qui sont là, de pouvoir commenter là-dessus pour pouvoir donner des idées claires à tout le monde, de comprendre les conséquences qui vont survenir dans la prise en charge. Peut-être, docteur Obadi, si vous êtes là, un commentaire sur les brûlés électriques avec le risque d'insuffisance rénale. Oui, merci beaucoup. Effectivement, quand il y a un brûlé électrique, il faudrait comprendre que les brûlés électriques peuvent d'abord avoir d'autres problèmes associés du fait de la répulsion même du courant. Si le courant est par exemple des hautes voltages, qui doit peut-être, si le courant est supérieur à 1000 volts par exemple, il y a parfois la circonstance même des brûlures par rapport au brûlé. Les électriciens, par exemple, qui peuvent tomber du haut d'une hauteur. Et il y a aussi le passage même du courant dans le corps qui va entraîner une contraction musculaire, une fibrillation musculaire. Il faudrait aussi comprendre que ces patients aussi sont sujets à un arrêt cardio-respiratoire du fait qu'il y a un problème au niveau du cœur. Et l'autre problème que ces brûlés électriques ont, c'est le risque élevé de faire un syndrome compartimental. Alors, ces patients, il faut faire une évaluation rapide, comme on l'a dit ici tantôt, ABCDE, mais aussi il faut bien voir l'histoire même du patient.
Et chez ces patients-là, il faut s'attendre que ces patients puissent faire un arrêt cardio-respiratoire, un arrêt cardiaque pendant les premières heures. Et donc, il faut être prêt à faire un massage cardiaque. Il faut aussi bien inspecter les membres parce que ces patients vont effectivement avoir un problème de syndrome compartimental. Et par rapport à la myoglobine, il faut bien vérifier la couleur et la quantité des urines chez ces patients. J'avais dit tantôt que ces patients, ils devraient normalement avoir une diurèse qui devrait aller au-delà même de 2 millilitres par kilo par heure. C'est-à-dire qu'il faudrait aussi bien donner beaucoup de liquide tout en respectant ce que le docteur Jean-Marie a dit, bien faire un monitorage de ces patients pour qu'ils ne puissent pas faire une surcharge. Et certaines personnes disent qu'il faudrait aussi considérer, par exemple, donner la mannitol pour essayer de voir si on peut effectivement éliminer cette myoglobinurie. Et certaines personnes disent qu'il faut donner par exemple 26 grammes toutes les 6 heures de mannitol, ce qui peut-être va augmenter la diurèse même de ces patients-là et par conséquent réduire les dommages rénaux que ces patients peuvent avoir. Et ces patients avec brûlure électrique, effectivement, ils auraient des complications tardives qu'on ne veut pas peut-être évoquer, c'est parce que nous sommes maintenant dans la prise en charge immédiate des patients, mais dans la prise en charge, ils auront beaucoup plus une prise en charge beaucoup plus spécifique que d'autres patients qui ont été brûlés par la flamme ou par de l'eau bouillante. Ces patients, par exemple, pourraient avoir un problème de brûlures internes. Ils devraient peut-être nécessiter une greffe des tendons ou alors une greffe des nerfs, ou alors pensez à ce que ces patients peuvent avoir comme complications à la longue et déjà informer aux malades ou peut-être aux personnes qui entourent les patients que ces patients ont beaucoup de risques de faire d'autres complications comme les cataractes, les occlusions, l'artère rétinienne et des problèmes neurologiques à la longue. C'est ce que je pouvais avoir commenté par rapport aux brûlés électriques. Merci, Dr. Obadi, pour cette intervention. Juste pour pouvoir aider aussi les étudiants qui sont en ligne de comprendre certains éléments dans la prise en charge, comme vous venez de le dire là. Juste pour pouvoir mentionner une chose, nous sommes pratiquement à la fin. Je ne sais pas s'il y a un étudiant qui est en ligne qui peut poser une question à haute voix. Je vois il y a des petites interventions sur, mais s'ils peuvent parler, comme ça on voit un peu s'ils sont participants et ils ont des questions là-dessus. Avant que nous puissions clôturer, s'il y a un étudiant qui est en ligne, s'ils peuvent aussi demander, faire un commentaire. Allô? Oui, je vois Ngolombe. Bon, moi, j'ai une question par rapport au nous a dit que lorsque le malade brûlé, on ne faut pas le mettre, les découvrir parce qu'il faut le couvrir de peur d'une hypothermie qui est dans le cadre des triangles de la mort. Mais maintenant, lorsque vous le couvrez, un grand espace brûlé, est-ce que les habits ne peuvent pas aussi créer une infection à la longue? Voici ma question. OK. Juste pour là-dessus, comme on l'a dit, un principe qu'il faut comprendre, c'est qu'un brûlé, il faut le refroidir et puis il faut le réchauffer. Alors, pour le refroidisser, pour pouvoir diminuer la progression des brûlures, dans un premier temps, c'est pour cela que nous avons parlé des pansements humides et des pansements froids et même de l'eau si vous n'avez pas ces pansements. Et après, une fois que vous avez maîtrisé cela, vous enlevez ces pansements froids, vous le mettez les pansements que vous allez mettre avec des produits particuliers qui vont pouvoir adresser les brûlures.
Et vous pouvez aussi maintenant, pour combattre l'hypothermie, vous devez le réchauffer. Ce sont des malades comme la peau est endommagée. Ils peuvent avoir des infections et à ce moment-là, nous allons adresser l'infection en temps opportun. Voilà un peu la réponse. Et pour terminer, je demanderai à Jean-Marie de pouvoir faire un résumé et nous allons clôturer par là. Jean-Marie, je ne sais pas si vous êtes là. Docteur Jean-Marie Chimbila? Allô? Docteur Jean-Marie, est-ce que vous êtes là? Marcel, est-ce que vous êtes là? Vous nous suivez? Oui, oui, je suis là, docteur, je vous suis. Je ne sais pas si docteur Jean-Marie est toujours en ligne. Comme ça, il peut faire un résumé et conclure. Oui, oui, je le vois, il est en ligne, il lève même la main pour demander la parole. Oui, oui. Et je profite même pour ce petit moment que vous me donnez pour parler, fixer quelque chose. Docteur Chimbila Jean-Marie, c'est lui le président du club de chirurgie en RDC pour le moment. Et je vois apparemment, il n'est pas avec nous. Ok, pouvez, docteur Obadi, si vous pouvez juste résumer en peu de mots tout ce que nous avons dit pour pouvoir clôturer. Bien, merci beaucoup. Juste en peu de mots, je voudrais juste remercier tous les participants et les rappeler que le brûlé que nous avons dans nos structures doivent être pris en charge correctement. Et il nous a été dit qu'il faut faire une évaluation primaire, faire le A, B, C, D et E, et je vais ajouter F pour dire faut donner du liquide. Il faut aussi mettre une bonne veneuse, bien déterminer la surface du brûlé et faire un remplissage rapide qui est adéquat en fonction de la surface du brûlé et du temps, et aussi donner l'analgésie et aussi alors prévenir l'hypothermie. Notez bien qu'il faudrait comprendre que nous pouvons être en mesure de pouvoir éviter la mort précoce de ces patients en insistant sur la désobstruction des voies aériennes et une insuffisance respiratoire, éviter aussi les chocs et autres blessures. Considérez aussi que les patients avec brûlure pourraient avoir d'autres lésions associées ou de traumatismes associés, notamment du rachis ou d'autres membres qu'il faut aussi bien prendre en compte. C'est ça en résumé ce que je peux avoir comme résumé de ce qu'on a dit tantôt. Ok, nous remercions tout le monde qui nous a joints ce soir et nous pensons que la semaine prochaine, nous vous aurons encore sur les prochains cours que nous aurons en ligne. Et je remets la parole à Dr. Bennett. Dr. Bennett? Yes, yes, very good, very good. Done? Okay, very good. Thank you very much. And it seemed to go very well. And I welcome your enthusiasm with everyone. And I hope you guys continue to use this platform to better medical education in the Congo Club of Africa. And we look forward to your next presentation. What is the next presentation going to be, Hanga? Do you know yet? Yeah, on Monday, same time. Okay, do you know what the title will be or the topic? The topic will be on the secondary survey. Okay, now everyone has something to study before Monday. Okay, yeah. Everyone, we'll go off the air. Thank you very much.